Il est 6 heures sur Europe 1. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. À la une, c'est d'abord la fin du suspense. Donc à Matignon, Emmanuel Macron confirme Elisabeth Borne dans ses fonctions. La première ministre reste, mais un remaniement à la marge est dans les tiroirs. Une révolution dans votre smartphone, l'arrivée du permis de conduire dématérialisé. Il ne remplace pas l'actuel, non, mais il viendra en complément. Explication à suivre. Dans ce journal, 7 départements en vigilance orange canicule. Valérie vous en parlait, le sud-est souffre. Un secteur est particulièrement exposé à la chaleur, celui des métiers du bâtiment. Vrai reportage à suivre à Lyon. C'est une information Europe 1. Le policier auteur présumé du tir mortel sur Naël, privé de parloir, la justice lui refuse toujours la visite de ses proches. Enfin, le boom des boîtes à histoires. Les enfants en raffolent. Qu'est-ce que cette boîte à histoires? On vous répond à la fin de ce journal. Le journal de 6 heures, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Elle reste. Elisabeth Borne prolonge son bail à Matignon. Emmanuel Macron en aurait informé sa première ministre ce week-end. Confirmation officielle tombée hier dans la soirée. La chef du gouvernement va poursuivre sa mission avec un nouveau directeur de cabinet. Son maintien en fonction n'est que justice, selon Sacha Houlié, député Renaissance et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que c'est un choix pertinent dans la mesure où, en fait, même si elle avait été choisie par défaut, ça veut dire que personne n'est susceptible de la remplacer. Personne n'a les qualités intrinsèques pour couvrir tout le champ de la majorité et pour conduire aujourd'hui aux destinées de la France. Et donc, quand bien même on considérerait que c'est un choix par défaut, ça veut dire qu'il y avait personne à même de faire mieux qu'elle, ce qui est assez révélateur aussi des qualités intrinsèques de la première ministre. Donc, je pense que c'est la prime à une grande travailleuse avec beaucoup de mérite ensuite. Le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Sacha Houlié, avec Maï-Hélène Trémollet. Elisabeth Borne maintenue à Matignon, mais la photo de famille, Christophe, va changer. La première ministre veut remanier son équipe. Selon un conseiller, 6 ou 7 ministres pourraient partir. Réponse attendue d'ici ce week-end. Hasard du calendrier, l'ensemble du gouvernement est attendu ce soir pour un dîner à l'Élysée. Rendez-vous traditionnel avant la trêve estivale qui pourrait donc, pour certains, prendre des allures de beau départ. Un peu plus tôt dans la journée, Elisabeth Borne a donc listé une série de mesures pour réduire le nombre d'accidents de la route. La plus emblématique, la création d'un délit d'homicide routier. La qualification change, mais les peines encourues restent les mêmes, jusqu'à 10 ans de prison en cas de circonstances aggravantes. La suspension automatique du permis en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool, mesure déjà appliquée selon les avocats spécialistes. Et puis il y a la généralisation dès janvier prochain du permis dématérialisé. De quoi s'agit-il, Mathieu Prior ? D'abord, c'est un permis complémentaire à votre permis de conduire physique. Pour le présenter aux forces de l'ordre lors de contrôles routiers, vous devrez le télécharger sur votre smartphone via l'application France Identité. Ce système permettra par exemple aux gendarmes et aux policiers de voir immédiatement le solde de points sur votre permis. Objectif, plus de rapidité et d'efficacité. Il en sera de même pour la vignette verte d'assurance sur votre pare-brise. Plus besoin de la coller, les informations seront directement enregistrées par les assurances dans un fichier auquel les forces de l'ordre auront accès. Date de mise en œuvre avril 2024. Mathieu Prior. La canicule s'installe dans le sud-est de la France. 7 départements en vigilance orange. Pour certains métiers, c'est un calvaire. Et toutes les activités en extérieur d'une manière générale. Les plus exposés sont les ouvriers et artisans du bâtiment et des travaux publics. Une seule solution, s'adapter comme on peut et subir en attendant que les températures soient plus supportables. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Lyon, Jean-Luc Boujon. Dans la cabine de sa pelleteuse, Laurent, conducteur de travaux, est en train d'arracher le bitume de la route qui sera ensuite refaite à neuf. Un travail long et difficile, forcément, en plein soleil. Il fait chaud, dans la cabine, ça peut monter jusqu'à 40 jours. À partir de midi, ça commence à bien chauffer. Autrement, des fois, on suffoque déjà d'une voiture. Philippe, lui, travaille sur la chaussée. Très dur, avec la chaleur actuelle, on fait des pauses régulières, tous les demi-heures. Il faut qu'on s'arrête parce que sinon, ça sonne malaise assez rapidement. Obligé de boire beaucoup, on va pas mettre les gens en danger. C'est pour cela que le plus souvent, les horaires de travail sont aménagés pour les ouvriers du BTP, explique Dominique, une pelle à la main. On finit plus tôt, 2h30 au lieu de 16h30. Parce que sinon... c'est trop dur. C'est même pas que c'est trop dur, c'est que le béton, il tire en 2-2. On peut pas travailler dans des conditions comme ça. Là, si vous prenez du béton maintenant, vous revenez dans 2 heures, vous pouvez le jeter. Donc on est mieux le matin, un peu à la fraîche. Mieux le matin. Bravo, courage à vous. Merci à vous. Des aménagements nécessaires durant encore une douzaine de jours, car ce sera ensuite le mois d'août et les vacances pour beaucoup d'ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Et au total, 23 départements sont placés en vigilance jaune ou orange. On vient de l'entendre avec ce reportage. L'aménagement des horaires fait partie de l'arsenal du plan national de gestion des vagues de chaleur. Plan déclenché officiellement hier après-midi par le ministre de la Transition écologique. Cette canicule qui a déjà pris ses aises sur une grande partie du sud de l'Europe. Plus de 40 degrés en Grèce où les incendies ont provoqué l'évacuation de plusieurs stations balnéaires. On suffoque aussi en Espagne et en Italie. Près de 48 degrés attendus aujourd'hui en Sardaigne. Cet épisode de chaleur intense devrait durer jusqu'à demain avant une baisse des températures attendue jeudi. C'est une information Europe 1. Le policier présumé responsable de la mort de Naël reste en prison. Sa demande de parloir lui a été refusée. Et on rappelle qu'il est mis en examen pour homicide volontaire, placé en détention préventive à la prison de la Santé depuis 3 semaines. Il n'a pas reçu la moindre visite de sa femme et de ses enfants. La justice s'y oppose catégoriquement, William Molinier. Oui, c'est bien que son entourage s'interroge. Pourquoi le juge d'instruction en charge de l'affaire n'autorise-t-il pas de permis de visite ? Selon les informations d'Europe 1, en 3 semaines de détention, ce policier n'a pas eu la possibilité de voir sa famille. Tout juste a-t-il pu parler à sa femme, mais uniquement au téléphone. Depuis sa cellule de la prison de la Santé à Paris, où il a été placé à l'isolement, il croupit comme un chien. On le considère comme le pire des délinquants, s'agace un membre des forces de l'ordre. Ses proches ont pourtant écrit au magistrat pour obtenir un droit de visite, mais sur le papier, le juge n'est pas contraint d'y donner suite dans l'immédiat. Il dispose d'un délai de 20 jours et c'est bien cela qui irrite aujourd'hui les collègues de l'auteur du tir sur Naël. Le juge aurait pu accorder rapidement un parloir à sa femme. Vu le lynchage médiatique, ça aurait été la moindre des choses, poursuit un policier. Selon les informations d'Europe 1, son avocat, maître Laurent Franck-Liénard, devrait faire la semaine prochaine une nouvelle demande de remise en liberté et proposer un placement sous bracelet électronique en guise de contrôle judiciaire. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Europe 1 matin, il est 6h07. Moscou agite une nouvelle fois la guerre du blé. Le Kremlin a mis fin à l'accord sur les céréales depuis minuit. Une décision cynique pour la présidente de la Commission européenne. Acte de cruauté pour l'ambassadrice américaine aux Nations Unies. En théorie, rien n'empêche les navires ukrainiens d'exporter leurs céréales via la mer Noire, sauf qu'ils n'ont plus aucune garantie de pouvoir le faire en toute sécurité. Et c'était le but de cet accord rompu cette nuit par les Russes. Les conséquences pour le continent africain s'annoncent désastreuses. Sébastien Le Belzic. L'ONU tire déjà la sonnette d'alarme avec des conséquences dramatiques selon elle, notamment sur le continent africain très dépendant de ces céréales russes et ukrainiennes. Ces deux pays assurent un tiers des exportations mondiales de blé et jusqu'à 100% des approvisionnements de pays comme l'Égypte, le Soudan ou la Somalie. Écoutez Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. La participation à ces accords est un choix. Mais les personnes en difficulté partout dans le monde et les pays en développement n'ont pas le choix. Des centaines de millions de personnes font face à la faim et les consommateurs sont confrontés à une crise mondiale du coût de la vie. Ils vont payer le prix. Alors pourquoi ce volte-face de Vladimir Poutine ? Eh bien, le président russe veut ainsi punir les alliés de l'Ukraine qui, selon lui, accaparent la majorité des céréales exportées. Moscou propose maintenant de poursuivre ces livraisons, mais seulement en direction des pays qui le soutiennent, espérant ainsi, avec ce chantage, obtenir la levée d'une partie des sanctions, notamment l'accès des banques russes au système de paiement international SWIFT, dont elles sont exclues depuis un an. Sébastien Le Belzic, avec ou sans accord, Kiev assure vouloir poursuivre ses exportations. Le sommet Russie-Afrique prévu le 27 juillet permettra peut-être de débloquer la situation. Soucieux de trouver de nouveaux alliés sur le continent africain, Moscou pourrait se retrouver en porte-à-faux puisqu'on vient de l'entendre. L'Afrique était la principale bénéficiaire de cet accord. Un nouvel espoir dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Un nouveau traitement pourrait faire son apparition sur le marché. Le donanemab, c'est le nom de ce traitement qui vient de passer avec succès la phase ultime de test avant sa mise sur le marché. Cet anticorps cible la protéine en partie responsable de la maladie d'Alzheimer et permettrait de ralentir le processus de dégénérescence. Enfin, c'est la tendance du moment, Christophe, pour occuper les enfants sans les mettre devant un écran. La boîte à histoire. Le jouet fait fureur. Il permet de coucher ses enfants en douceur, sans cris et sans pleurs. J'en vois qui rêvent là autour de la table. Justement, c'est le rêve. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte, donc, sans écran, juste des boutons et des histoires préenregistrées. On appuie et le tour est joué. Les parents sont ravis. Reportage Noah Moussa. Aujourd'hui, c'est les vacances. Et Gaston a décidé d'aller au bord de la mer. Ce récit, Vadim, 3 ans et demi, l'écoute en boucle depuis que sa mère, Marion, lui a acheté une boîte à histoire, son nouveau jouet, il y a 3 mois. Il en est assez fan, il le réclame. Je voulais pas d'écran, donc c'est vrai que ça permet qu'il ait quelque chose à toucher, un peu comme les téléphones, mais qui soit sans écran et donc pas excitant avant de dormir. C'est un bon compromis entre les deux, quoi. C'est efficace, ça canalise bien l'enfant. La boîte à histoire est le jouet numéro 1 en France depuis
depuis 3 ans. Des entreprises comme Yoto, Tony's ou Joyeuse en ont fait leur produit phare. Mais c'est l'Uni, le précurseur des boîtes à histoire, qui est à la tête du marché. Maëlle Chassard en est la cofondatrice. Eh bien, depuis la commercialisation de la fabrique à histoire en 2016, on en a vendu plus de 1,6 million d'exemplaires. On est à 102 millions de chiffre d'affaires cumulé. En France, l'année dernière, quelques 800 000 exemplaires ont été vendus au total. Comptez 75 € en moyenne pour une boîte à histoire. Un reportage, Noah Moussa. Ah oui, ça, la boîte à histoire, ça vous laisse sans vous. Mais moi, je connaissais la boîte à meux. Mais la boîte à histoire, ça rend moins chèvre. Enfin, ou moins vache, comme vous voulez. L'avantage de la boîte à histoire, c'est que l'enfant peut évidemment l'écouter et le casque sur les oreilles. Le problème de la boîte à meux, on n'a pas encore trouvé la prise de jack pour mettre le casque. Donc, entendre des meux toute la nuit, ça va pas être très sympa. Merci Christophe. Retourne devant ton écran, finalement, je préférais. À tout à l'heure, Christophe. C'était votre journal de 6h sur Europe 1. Très bon réveil à tous.